l'Assemblée générale de la communauté AGI. AGI qui signifie Africa Génie Invest. C'est sans aucun doute une société d'une importance capitale et que vous aurez à découvrir au cours de cette assemblée. Nous aurons tout à l'heure à vous faire un planning, en tout cas vous proposer le planning du jour. Avant d'aller un peu plus loin, je vais essayer de me présenter peut-être pour ceux qui nous suivent à travers les réseaux sociaux et surtout on va passer également à la présentation de l'équipe. Voilà, c'est Abdou John, le PDG de Africa Génie Invest, professeur, écrivain et entrepreneur à la fois. Je pense que pour le moment, on peut se limiter à ça. Hein. Donc, directeur international également, disons, du directoire international. Parce qu'il y a un distinguo qu'il faudra faire. D'une part, la société Africa Génie Invest en tant que société légalement constituée, une SAS, société par action simplifiée. Mais il y a toute une communauté qui est autour de cette société et qui la porte, qu'on appelle la communauté AGI. Je pense qu'il est important de faire ce distinguo. Et présentement, l'Assemblée générale qui se tient, c'est celle de toute la communauté. Africa Génie Invest est une société par action simplifiée qui réunit aujourd'hui au moins 4 continents, une trentaine de pays, mais également quelques 4000 membres. Quand on dit 4000 membres, ce sont les personnes qui ont créé déjà un compte sur la plateforme. La société a été lancée le 23 décembre 2019. À nos jours, vous verrez que c'est presque quelques 4 ans, mais officiellement créée, voilà, en novembre 2020. Il y avait d'abord une campagne de sensibilisation, ensuite la création officielle. Pour les personnes qui étaient là, ils comprennent parfaitement bien. Alors, parmi les 4000 membres, il y a 554 investisseurs. Autrement dit, des personnes qui se sont engagées dans la promotion du génie africain à travers une contribution financière. Je rappelle qu'il y a plusieurs catégories dans la société. D'une part, les investisseurs qui injectent leur argent et d'autre part, des génies inventeurs et des écrivains qu'on a rassemblés sous le terme auteur. Ensuite, la troisième catégorie, c'est la catégorie des lecteurs. Et enfin, il y a toute une autre catégorie, les partenaires, entre autres. Les génies inventeurs et les écrivains sont au nombre de 131 à nos jours, en tout cas à la date d'aujourd'hui, avec quelques 241 lecteurs abonnés. Voilà, une trentaine d'experts, dont une quinzaine d'ingénieurs et une dizaine de professeurs d'université. D'ailleurs, je m'en vais vous présenter le professeur Mamadou Serifo Baldé, qui est ici présent à ma droite et qui est venu de la Guinée-Bissau. Je pense que lui, quand même, il mérite des applaudissements, j'allais dire. Il a quitté la Guinée-Bissau pour venir, voilà, assister à cette assemblée générale sous-régionale qui concerne exclusivement l'Afrique de l'Ouest. Alors, dans l'équipe, vous aurez le professeur Eliman Ngom, qui est toujours à notre droite, à la droite du professeur Cherifo Baldé. À ma gauche, le professeur Abdoulaye Faye et le professeur Arfan Fodé Si. Et ils auront tous l'occasion non seulement de se présenter, mais également de présenter une partie du travail qui a été abattu. Ça a été un travail d'équipe et vous aurez l'occasion de l'apprécier tout à l'heure.
Voilà donc, sans plus tarder, je m'en vais vous donner le chronogramme ou le planning de la journée. D'abord, en tant que PDG, je ferai juste une introduction. Après l'introduction, c'est-à-dire la toute première partie, c'est vraiment la présentation du projet. Nous commençons par la présentation du projet qui sera réparti en plusieurs parties, bien sûr, et que chacune sera assurée par une personne différente. Nous commencerons, après moi, par le LPCM, qui signifie le livre le plus cher au monde, mais également ce qu'on appelle la lecture centrée sur l'Afrique à venir. C'est un projet extrêmement important et je rappelle que c'est même le projet fondateur de la Société Africa Génie Inverse. Donc c'est un projet important, le LPCM ou le livre le plus cher au monde. L'autre nom qu'on donne à ce livre est l'Afrique à venir. C'est l'intitulé ou le titre même du livre. C'est tout un concept, c'est pas simplement un livre. C'est tout un concept. Et ça doit être un livre de 40 kg même. Après, M. Ngom va venir pour développer. Je pense qu'un livre de 40 kg, quand même, il faudra 4 gaillards pour pouvoir tenir ce livre-là. M. Ngom vous expliquera dans le détail. En plus, maintenant, de la lecture centrée sur l'Afrique à venir. Viendront le GRIT, au grand retour intelligent à la Terre. Le présentateur a eu un contretemps à la dernière minute. Et là, je vais m'en charger. Mais voilà, on sera obligé de faire un petit réaménagement. Ce sera à la fin de la présentation des autres collègues. Ensuite, nous aurons le MIAC 540 ou Made in Africa, Consortium 540, qui sera présenté par le professeur Abdoulaye Faye. Ensuite, nous aurons ce qu'on appelle le SBA ou Smart Business A ou bien Smart Business A comme la lettre que vous connaissez. Hein. Nous verrons pour l'interprétation que nous donnera le professeur Arfan Foudessi par rapport à cette lettre-là. Nous terminerons bien sûr par une conclusion que j'essaierai de tirer donc de cette première présentation. Ensuite, maintenant, nous aurons le deuxième point. À partir de là, ça devra aller vraiment très vite. Et le deuxième point sera une communication du professeur Mamadou Serifo Baldé, qui est par ailleurs le directeur général de Africa Génie Invest Guinée-Bissau. Et sa fonction ou son rôle dans cette assemblée générale est qu'il est là comme délégué général, disons, des 54 pays d'Afrique. Parce qu'à chaque fois qu'il y a une assemblée générale, il y a quelqu'un qui est envoyé pour représenter, en tout cas parler, j'allais dire, au nom des différents pays. Nous ne sommes pas là en tant que, voilà, des Sénégalais, nous sommes là en tant qu'Africains. Ça aussi, il est important de le préciser. Après sa communication, nous aurons le troisième point qui serait donc une vente aux enchères de 5 Lacoste. Voilà, j'espère que l'ingénieur est bien là. Et voilà, il est au rendez-vous. Je crois qu'il a fait un excellent travail. Et là, nous précisons que nous avons sans aucun doute un type de Lacoste qui sera différent de ce qu'on a toujours connu et peut-être reconnu. Après cela, nous aurons, sauf petit réaménagement, parce que même la vente aux enchères, sachant qu'il y a des toucouleurs, des Halpula de façon générale et des Diola dans la salle, on pourrait donc se passer un tout petit peu de ça jusqu'à la, voilà, disons en tout cas jusqu'au bon moment, c'est-à-dire au déjeuner d'affaires. On pourra faire des affaires, hein, tout en faisant des affaires entre cousins à plaisanterie. On pourra faire d'autres affaires également. Dans tous les cas, on terminera vraiment cette grande rubrique. Et là, j'aurai une petite conférence à tenir. Parce que pour nous, l'idée de l'Assemblée générale n'est pas simplement de présenter Africa Génie Invest, mais également de présenter quelque chose qui puisse être intéressant
pour les participants. Donc, il est bien de comprendre les enjeux de la société, de connaître la société, mais également, il sera bien quand même qu'on fasse un petit bonus qui, voilà, participera au développement personnel et collectif, si vous voulez bien. Après cette conférence, nous allons passer à l'installation du directoire national d'Africa Jeunes Invest Sénégal. C'est important. Et surtout pour ceux qui ont eu la chance d'être là aujourd'hui, sachez qu'il y a plusieurs postes à pourvoir, des postes vacants. Et là, nous reviendrons sur les différents postes. Et voilà, chacun sera libre vraiment d'engager le poste qui le conviendra. Après, nous allons passer à la chose que les Toucouleurs aiment, le déjeuner d'affaires, n'est-ce pas, les Madame Fall et consorts, les Yacine et ainsi de suite. Enfin, pour terminer vraiment l'Assemblée générale et cette conférence, nous allons faire une excursion, petite excursion, juste à côté, à Damonga City, qui est en tout cas notre Silicon Valley naissante, j'allais dire. Hein. Je dis naissante hein, parce qu'aujourd'hui nous sommes sous un toit assez particulier, une case que nous aurons à positiver bien sûr, parce que je pense que c'est avant tout un grand symbole hein, pour les Africains qui connaissent la civilisation et la culture africaine. La case représente beaucoup de choses et moi je me réjouis particulièrement du fait que voilà, la toute première assemblée générale sous-régionale se tienne sous un toit typique, en tout cas typiquement africain. Voilà, ce sera la première étape de l'excursion et nous allons terminer par l'hôtel Rio Baobab. Oui, pour avant tout redécouvrir, j'allais dire l'océan Atlantique, hein, mais également l'hôtel et tous les investissements qu'il y a eu à ce niveau. Pourquoi cette excursion nous paraît intéressante? Parce que c'est une entreprise étrangère qui a investi là-bas et qui génère aujourd'hui, voilà, je crois bien, un chiffre d'affaires extraordinaire. Nous ne sommes pas dans le secret, n'est-ce pas? Nous ne faisons pas non plus leur publicité, mais c'est dans les environs. Et nous aurons donc à revenir sur cette visite-là. Merci à toutes et à tous. Nous allons passer la parole, peut-être qu'on aura même, si vous voulez bien, la présentation en tant que telle, on pourra laisser à chaque fois qu'un présentateur commence, il fait sa propre présentation pour ne pas vraiment perdre du temps. Nous allons passer sans plus tarder la parole au professeur Eliman Ngom, qui va lui-même se présenter. Voilà, je vais devoir céder la place. Ici, il n'y a pas de DG, il n'y a pas d'assistant technique. Hein. Donc, on est là pour travailler et l'environnement le montre à suffisance. Merci beaucoup à toutes et à tous. Alors, j'avais dit que j'allais conclure, mais la conclusion, pour ne pas être trop hâtive, je vais me limiter à résumer un tout petit peu. Et après la conclusion, vraiment, chacun aura la conclusion à tirer. Pour revenir sur Africa Jeunes Invest, puisque c'est M. Faye et autres qui l'ont souligné, l'inspiration peut être assez vaste. Je tiens à préciser un tout petit peu l'historique, parce que pour moi, c'est très important. C'est très important même. Et pourquoi je le partage? Parce que je pense que la société que nous avons aujourd'hui, entre les mains, j'allais dire, est une société qui regroupe 30 pays, avec quelques 4000 membres. Et forcément, non, c'est ça, forcément chacun d'entre nous peut-être, pourra souhaiter créer une société qui va être représentée au moins dans 30 pays. Ça devrait être un défi qu'on va se fixer aujourd'hui à tous. Donc, pour moi, il est intéressant de partager notre expérience rapidement avec la communauté. Donc, le déclic, je l'ai eu en suivant un documentaire sur Bill Gates, où j'ai appris vraiment qu'il a eu à acheter
un livre, un manuscrit de 18 feuillets. 18 feuillets, double bien sûr, qui faisait 72 pages. Et c'est un manuscrit qui n'a jamais été même publié. Pour dire qu'à la limite, c'est un seul exemplaire qu'il a acquis à 30,8 millions de dollars. Vous convertissez, à l'époque, ça faisait déjà 18 milliards de francs CFA pour un livre. Je n'ai pas dit vraiment pour une bibliothèque, j'ai dit un livre qui a été vendu à 30 millions, 8. Ça veut dire 18 milliards de francs CFA, un seul livre. Alors, tout de suite, j'ai sauté sur Google pour savoir quelle était la contenance ou le contenu, ou le contenant, si vous voulez bien, de ce livre-là. Et je me suis tout de suite rendu compte qu'il y avait 3 paramètres qui me paraissaient intéressants. M. Ngom l'a rappelé tout à l'heure. Je crois qu'il est mort autour de 1500 et quelques. Jusqu'au jour où il a vraiment acheté, Bill Gates a acheté son ouvrage, ça faisait quelques 5 siècles. 509 ou 511 ans, en quelque sorte. Je me suis dit, la valeur que le livre a acquise, en tout cas au cours du temps, est due à plusieurs facteurs, mais le facteur temps a été important. Je pense que tout le monde comprend ce qu'on dit. Les Anglais disent time is money, ou money pour les... Voilà, de toute façon, dites comme vous voulez, mais dans tous les cas, je pense que cette expression, ou bien cette conception anglaise, est non seulement extrêmement importante, mais il y a plusieurs exemples qui permettent aujourd'hui de la conforter, cette conception, ou bien cette mentalité anglaise. Time is money. Chaque fois, je dis, même un simple cure-dent, ou bien un tout petit bâton comme ça, si on vous disait, c'est l'arrière-grand-père de votre arrière-grand-père qui avait ce bâton-là. Et il se déplaçait peut-être juste pour aller au trou, aller voir les animaux à l'étable, etc. Mais c'est un bâton qui a survécu et qui est passé de génération à génération. Même si c'était au début quelque chose qui était négligeable, je pense que si on a l'amabilité de vous transmettre ce bâton-là, c'est pas vous qui allez vendre ce bâton à 100 000 francs ou à 1 million pour quelque chose qui a fait des siècles et des siècles. Allez au Louvre, même si je n'ai pas été au Louvre, on va voir peut-être René. Peut-être René a déjà visité le Louvre, lui il vient de la France. Pas forcément pour assister à l'AG, mais je pense qu'il est là en vacances et il a profité parce qu'il a acquis également une parcelle. Ça, c'est important. Je crois qu'il y a des milliers d'ouvrages qui sont là-bas, qui font rentrer énormément de fonds aujourd'hui et qui profitent à qui? Qui profitent à, en tout cas des étrangers, en tout cas pour ne pas forcément citer ou voilà, une nationalité très précise que vous connaissez déjà. Je rappelle que AGI aussi est très sensible à la diversité parce que nous avons, c'est pas uniquement des Africains qui ont investi dans la société, hein. Il y a même un Français qui a battu un record, hein, un Français de souche, qui a battu le record de la personne qui a acheté le plus d'Africa d'or pendant la grande campagne. Parce qu'il y a plein d'Africains qui avaient acquis, mais c'était pendant la promotion. Et vous savez que pendant la promotion, l'action de la société qu'on appelle l'Africa Nord ne coûtait que 5,7 francs CFA. Aujourd'hui, il est à 32 €, c'est-à-dire 21 000. Pendant la grande phase, celui qui a investi le plus, c'est un Français de souche. Mais si vous avez des entretiens avec lui, vous comprendrez que, voilà, lui, il a compris qu'en réalité, l'avenir du monde, non seulement c'est en Afrique, mais forcément, cet avenir ne peut être qu'entre les mains du génie africain. Hein? Et c'est pourquoi nous, depuis vraiment 2019, nous avons pensé que le meilleur investissement que le continent africain peut faire, c'est l'investissement dans le génie africain. Toutes les révolutions ou évolutions, appelez-les comme vous voulez, ont toujours été adossées à un certain génie. Que ce soit la technologie, la politique, etc., etc. Dans tous les domaines, toutes les révolutions ont été sous-tendues par le génie. Alors, le génie humain, hein? Donc pour moi, si nous voulons vraiment développer le continent africain, qu'est-ce qu'il faut? On n'a pas à chercher midi à 14 €. Et parfois les gens disent chercher de midi à 14 €. Ce n'est pas chercher de midi à 14 €. Hein? Tout le monde peut chercher de midi à 14 €. Parfois quand tu as ton cheval qui est perdu ou bien, voilà, ton portable là, tu cherches peut-être même de midi
Mais si on cherche midi à 14 h, on ne va jamais retrouver midi. Donc pour moi, on n'a pas à chercher midi à 14 h. L'investissement qu'on doit faire, c'est dans le génie africain. Peu importe maintenant le secteur qu'on va cibler. Mais on n'a qu'à chercher à investir dans le génie africain si nous voulons développer l'Afrique. Si nous voulons développer la Guinée-Bissau, ou bien le Sénégal, ou bien le Mali, etc., on n'a qu'à investir dans le génie guinéen, dans le génie sénégalais, dans le génie voilà, malien, marocain, etc. Donc voilà le fondement, en quelque sorte, de notre pensée. C'est une pensée qu'on a eue vraiment à partir d'un déclic, bien sûr, parce que si l'ouvrage de de Léonard de Vinci a été vendu à 18 milliards de francs CFA parce qu'il y avait du génie. Et ça me permet d'évoquer le deuxième paramètre de l'ouvrage, c'était la diversité, c'est-à-dire les gens ont constaté que l'ouvrage était un condensé d'observations scientifiques touchant à plusieurs disciplines. Et ça, ce n'était pas courant à l'époque. Ce qui est courant même aujourd'hui, c'est que celui-là, c'est un physicien de formation, lui c'est un géographe de formation, moi je suis un naturaliste, lui c'est un économiste. Mais avoir quelqu'un qui peut écrire à la fois sur la géographie, la physique, la biologie, etc., ce n'était pas évident. Donc pour dire que le contenu, en dehors du temps, le contenu également est important. Et enfin, nous avons pensé que l'autre paramètre qui a déterminé la valeur de cet ouvrage, c'est en quelque sorte la dimension même de l'auteur. Parce qu'il y a une différence entre l'auteur et ce qu'il a produit. Je pense que la dimension de l'auteur a été également importante. Du moment que Léonard de Vinci est connu véritablement comme peut-être même, voilà, l'un des plus grands savants, même j'allais dire peut-être de l'histoire. Hein. Voilà. Donc voilà un peu les trois paramètres qui ont justifié un peu, en tout cas, les trois constats que nous avions faits. Et nous avons essayé tout simplement de reproduire d'une autre manière cette valeur, de manière à avoir le livre le plus cher au monde, dont cette cherté renvoie, si vous voulez bien, à la valeur artistique, sentimentale d'une part, mais également même peut-être en espèces. Parce qu'aujourd'hui, l'idée était de développer une plateforme et que cette plateforme devait être financée par des apports. Imaginez ce que chacun a injecté dans le développement de cette plateforme. Et l'objectif, c'était quoi? De pouvoir rendre cette plateforme opérationnelle pour permettre la compétition afin de pouvoir sélectionner. Est-ce qu'on peut dire que les fonds qui ont été injectés dans le développement de la plateforme ne sont pas en quelque sorte une valeur qui fait partie intégrante de la valeur du livre? Moi, c'est une réflexion qu'on peut mener. Et si vraiment le livre a justifié ces investissements, je pense que en quelque sorte, ces investissements également sont inclus dans la valeur du livre. Cher au monde, ça devrait être dans quel domaine? C'était la deuxième question importante. Et nous avons retenu que le principal domaine qui pourrait fédérer les 54 pays d'Afrique serait forcément peut-être une vision commune. La vision, de façon toute simple, nous sommes dans une phase préélectorale. Une phase préélectorale où, dans 5 mois pratiquement, nous verrons, n'est-ce pas, énormément de politiciens, de cadres, etc., ou de soi-disant intellectuels qui vont passer à la télé. Mais je vous invite surtout à écouter une chose. Et j'invite même aux journalistes, M. Faye et autres qui sont là, à les acculer, à les poser des questions sur la définition d'une vision, ou bien sur une quelconque explication peut-être de la vision. Vous verrez que, comme le professeur Ngom l'a dit, beaucoup vont dépendre des programmes, mais pas forcément une vision. Une vision aboutit forcément sur une image. Si vous écoutez n'importe quel cadre, que ce soit un ministre, que ce soit vraiment un DG, s'il explique la vision et que vous ne voyez pas à travers son explication une image qu'on peut retenir, ce n'est pas une vision qu'il a expliquée. La vision est avant tout un processus biologique qui permet la formation d'images. Donc vous ne pouvez pas expliquer une vision, en tout cas telle qu'elle soit, sans qu'elle ne soit véritablement
l'aboutissement, en tout cas sans que l'aboutissement ne soit une image. Ça, c'est important. Et donc, prenons simplement cette case, ce toit, comme étant la vision accomplie de quelqu'un. Si vous aviez dès le départ à réaliser cette vision, si vous aviez vraiment à réaliser cette vision, je pense que avant de construire la case, le concepteur avait une bonne idée de ce qu'il voulait faire. N'est-ce pas? Il avait même plusieurs choix. Tout comme nous avions aujourd'hui plusieurs choix. Le choix de tenir cette assemblée dans un campement, dans un hôtel ou bien sous ce même toit. Il a eu une image qu'il a voulu réaliser. Et pour moi, c'est un peu ça là, la vision. Et moi, je dis que souvent, même je crois bien, ça ce sont mes propres croyances, ce sont mes propres analyses, j'allais dire. Un président de la République qui pense qu'il peut développer le pays, et je pense que s'il a véritablement l'intention de développer le pays, la principale tâche, la principale mission qu'il doit se donner, je crois que cette mission ne peut être qu'un seul et unique point. C'est-à-dire faire comprendre sa vision à la population, aux citoyens, et c'est tout. Ça ne veut pas dire que si vous m'amenez au palais en, je ne sais pas, 2000 combien, je vais me limiter à expliquer une vision, mais je crois que le rôle essentiel que un président de la République devrait se décarcasser à remplir, c'est tout simplement pouvoir expliquer la vision. Parce que si vous aviez à construire cette case-là aujourd'hui, vous expliquez de façon claire, de façon limpide, l'image que vous voulez à la fin, je pense que personne ne va attendre l'autre. Celui-là va amener des pierres pour cette dalle. Ensuite, l'autre va amener peut-être des piliers. Il y aura un autre qui va amener du ciment, voilà, de la paille, etc. C'est-à-dire que chacun sait d'emblée la mission ou bien le rôle qu'il devrait remplir et il n'attend pas l'autre. Et en un temps record, je pense que chacun pourra permettre ou concourir à la réalisation rapide de cette vision. Mais si vous voulez être au four et moulin, faire ceci, faire cela, je crois que ça sera très difficile que vous puissiez réaliser votre vision. En tant que leader, expliquez tout simplement l'image de ce que vous voulez. Et chacun cherchera les voies et moyens d'y contribuer. Donc aujourd'hui, si nous sommes là, ce n'est pas forcément pour vous présenter différents programmes, différents projets. Mais l'idée, c'est d'expliquer la vision. Parce que comme on le disait avec le professeur Baldé, l'idée générale n'est pas autre chose que de faire comprendre la vision de Africa Genève. Si chacun la comprend, je pense que chacun essaiera de jouer un rôle dans la réalisation de cette vision, en tant soit peu, soit en écrivant, soit en achetant des Africanors, etc., etc. Donc voilà un peu les deux points sur lesquels je voulais vraiment m'appesantir, c'est-à-dire le fait que l'investissement dans le génie est indispensable pour le développement durable du continent, mais aussi le fait que cet investissement ne peut pas être vraiment la mission d'une seule et unique personne, mais plutôt la mission de tous les Africains, chacun vraiment à sa manière. Le premier programme, en 2 mots, le LPCM a 2 objectifs. Élaborer une vision continentale commune. Premier objectif. Deuxième objectif, mettre en commun la production intellectuelle africaine. M. Baldé est un professeur d'université. Eux, ils soutiennent, ils encadrent, je veux dire, beaucoup d'étudiants qui soutiennent leur thèse, leur mémoire, mais essayons de voir entre nous, les personnes qui ont eu la chance d'écrire un mémoire. Depuis quand avez-vous lu pour la dernière fois votre mémoire, M. Si? Depuis vraiment le jour peut-être même de la soutenance, hein?
à relire, peut-être que vous êtes une exception, etc. Donc, vous pouvez pratiquement poser la question à tout un chacun, vous verrez que peu de gens ont relu leur mémoire, leur thèse, après vraiment le jour de la soutenance. Et il y a très peu encore de générations qui viennent après nous qui vont exploiter cette thèse-là. Et s'ils l'exploitent, si elles l'exploitent, c'est juste dans le but d'écrire une autre mémoire ou bien d'écrire une autre thèse. Quelqu'un d'autre viendra relire cette deuxième thèse pour en écrire une troisième, une quatrième thèse pour une cinquième pour une sixième, et ainsi de suite. Au finish, on crée un cercle vicieux dans lequel il y a certes du savoir pur même, parce que même Dieu sait que écrire un mémoire n'est pas facile, vous avez des travaux à faire même sur le terrain. Donc ça veut dire que la connaissance, les hypothèses que vous avez formulées, ensuite vérifiées, les conclusions que vous avez tirées sont importantes, mais si vous ne les exploitez pas et que vous n'avez pas donné l'occasion ou l'opportunité de pouvoir les exploiter, personne ne les exploite. Et au finish, on apprend pourquoi. On apprend pour avoir un tas de diplômes, mais pratiquement pas pour exploiter cette connaissance-là. C'est pourquoi nous avons dit que chacun essaye de publier ses mémoires, ses thèses, ses essais, ses nouvelles, ses poèmes, etc. sur la plateforme, afin de rendre d'abord accessible cette connaissance-là. Donc voilà un peu la mission essentielle du LPCM. Pour le reste, la lecture centrée sur l'Afrique à venir, prenez juste l'environnement dans lequel nous sommes. Si la porte était tout de suite fermée, barricadée, etc., et on demande aux gens de sortir de cette réserve, je pense que ceux qui s'en sortiraient les mieux ou les premiers seraient ceux qui connaissent la forêt et qui vivent, en tout cas, dans un environnement pareil. Si par hasard on a quelqu'un qui n'a jamais fait la brousse et qui ne fait pas la différence entre un jujubier et vraiment un tamarinier, je crois qu'il aurait des difficultés à sortir donc de cet environnement-là. Pour vous dire que tant que vous ne connaissez pas votre environnement, vous n'allez en aucune manière vous y épanouir. Pour s'épanouir dans un environnement, il faut absolument connaître cet environnement-là. Et l'environnement n'est pas seulement physique, biologique ou chimique. C'est aussi culturel, c'est aussi économique, etc., etc., pour ne pas être trop long sur ces sujets. Alors, pour nous, pour moi en tout cas, l'œuvre littéraire, si vous voulez, n'est que le reflet du regard de l'auteur. Ça, c'est une citation que j'aime dire, de moi-même peut-être. L'œuvre n'est que le reflet du regard de l'auteur. Donc, demandez à un blanc d'écrire sur vous. Ensuite, vous demandez à un Africain d'écrire sur vous, ou bien sur cette assemblée-là. Peut-être que l'occidental, l'étranger à cette communauté dira « Ah, Denis sobre, et Denis Demfen ». Alors que toi, qui as quitté la Guinée-Bissau pour être ici, vous n'aurez en aucune manière la même impression sur cette assemblée. Et si vous écrivez là-dessus, vous n'auriez pas ni les mêmes mots, ni le même message que celui-là qui est un peu, voilà, à distance de cette communauté-là. Donc, il est important, ce que je veux dire, c'est qu'il est important que les Africains eux-mêmes écrivent sur l'Afrique. Quand je dis l'Afrique, c'est tout, c'est un tout. Voilà, la culture, etc., la technique, ainsi de suite. Donc, voilà un peu pour nous, en tout cas, le justificatif principal qui fait qu'aujourd'hui, nous prenons ce qu'on appelle la lecture centrée sur l'Afrique à venir. Ensuite, on a été dominé sur plusieurs siècles. Le plus court, c'est presque, voilà, 600 ans de domination. Traite négrière, ça c'est un prof d'histoire, hein, si je fais des erreurs. Mais je pense qu'il y a environ 400 ans, n'est-ce pas, de traite, ensuite 200 ans de colonisation, à peu près, ça fait presque 600 ans de domination. En séeréer, on dit, un repas, ou bien un dîner. Je ne sais pas dire petit déjeuner ou déjeuner, mais un dîner de couscous se prépare lorsque le soleil est encore assez haut ou bien haut dans le ciel. Hein. Mais si vous attendez le timis, 18 h pour vouloir rere tcherengboum, je crois que ça ne va pas marcher, sachant tout le procédé
qui devra être mise en œuvre pour que le tcheremboum ou bien les grains de mil puissent être consommés, en tout cas, et digestes, voilà, pour les Diola, ou pour les Alpulaar, si vous voulez. Donc, pour vous dire que, ce que je veux dire, c'est qu'en 2050, en 2100, et peut-être même en 2000, je ne sais pas, 5000 ans, etc., si nous voulons que l'Afrique occupe une place de choix dans l'échiquier politique, etc., économique, mondial, il faut absolument le préparer quand le soleil est encore haut dans le ciel. Mais si on attend timide, si on attend 18 heures pour se lever, pour nous bousculer encore en 2050 ou en 2100 pour dire que voilà, nous voulons être ceci, cela, si on prépare dès maintenant, c'est peine perdue. C'est un peu vraiment l'idée de Africa Jeunes Invest. Et voilà, le grid que je devais préparer, malheureusement, je n'ai plus le temps de le préparer. Je dirais juste quelques mots. Le grid signifie grand retour intelligent à la Terre. Pourquoi? Parce que l'Afrique, c'est 30 millions de kilomètres carrés, mais également c'est 1,4 milliard d'habitants. Et encore, quelqu'un me disait, d'après les estimations. Parce que dans certains pays, il est même très difficile d'estimer de façon précise la population. Tout compte fait, il faut convenir avec nous qu'on a une bataille à mener pour nourrir ces quelques 1,4 milliard d'habitants. Et rien que l'Afrique subsaharienne d'ici 2050, voire 100, tout au plus, pourrait être donc à entre peut-être 2 milliards et peut-être même 5 milliards de personnes. Et comme Dieu sait que voilà, la jeunesse africaine est en train d'être massacrée sur les mouroirs, j'allais dire, sur le désert, si vous voulez, dans le désert en tout cas de la Libye, c'est finalement devenu un mouroir où on perd beaucoup de jeunes. Dans la mer Méditerranée, autour de l'île de Lampedusa, je pense que récemment, il y a 1 ou 2 semaines, il y a eu presque autant de migrants qui sont arrivés en l'espace de, je ne sais pas de combien d'heures, que peut-être la population même de l'île, en quelque sorte. À moins que je fasse une erreur, mais je pense que ça a été tellement terrifiant à la limite que, voilà. Et ça, c'est dû à quoi? C'est dû au fait que on n'a pas peut-être certaines politiques de promotion du génie africain, et ainsi de suite. Donc, le grid, pour nous, c'est vraiment la solution parce que ça va participer à la sécurité alimentaire, mais également à la sécurité sociale. Parce qu'on n'est plus dans une agriculture pour se nourrir uniquement, mais dans une agriculture ou bien dans un agro-business en quelque sorte. Cultiver, se nourrir, mais surtout faire des affaires. Voilà, avoir de l'argent pour faire court. Je pense que Mbirmi, voilà, Khalis Bil, en quelque sorte. Voilà, c'est le grid. La situation précise du grid qui a été lancé en fin 2019 est qu'aujourd'hui nous avons 6 hectares de terre que nous sommes en train d'exploiter à Pur. Voilà, et entre-temps même, nous avons encore aménagé 3 autres hectares, même si ce n'est pas forcément Africa Jeunes Invest qui a lancé l'initiative, c'était toujours nous, la communauté, qui a été à la base. Et M. Si est témoin de ce que je dis. M. Si, c'est également qui sont dans le groupe qui vient de lancer une exploitation sur 3 hectares. Voilà. Donc voilà la situation précise du grid. Bon, avec sans aucun doute des terres qui sont là, mais c'est un peu les moyens qui font défaut. Nous avons une convention avec une mairie qui nous a octroyé 15 hectares extensibles, même jusqu'à 200. Mais malheureusement, on n'a pas encore trop de moyens pour pouvoir donc exploiter ces terres. Et nous invitons donc tout le monde à faire passer peut-être ce message. Peut-être qu'on trouvera quelqu'un qui cherche ce qu'on a déjà trouvé. Et le dernier point, c'était un peu agivert. Et ça, c'est assez compliqué. J'ai décidé peut-être de passer vraiment sous silence, en quelque sorte. Ce projet-là, qui est un peu un projet très futuriste. En tout cas, tout le monde a constaté que Facebook a changé de nom, pour juste vous donner une idée. Comment on appelle aujourd'hui Facebook? Ça s'appelle comment Facebook, qu'on utilise chaque jour? Meta. Voilà. Je pense que tout le monde a constaté qu'aujourd'hui, Facebook ne s'appelle plus Facebook, mais Meta. Donc, il y a un secteur très prometteur qu'on appelle le métaverse qui a justifié sans aucun doute le changement de ce nom-là. Je pense que Mark Zuckerberg, dans sa tête, il voulait en tout cas changer de nom, au moins pour faire
connaître sa vision en quelque sorte, parce que la meilleure manière peut-être même de faire connaître sa vision, c'est essayer de donner un nom ou bien encore, ou bien de donner une image. Tant qu'il n'y a pas d'image, les gens ne sauront pas de quoi tu parles. Voilà. Donc, le métavers, pour nous, c'est quelque chose qui va prendre le dessus sur beaucoup de choses. Et l'Afrique ne doit pas être en retard dans ça. Mais nous optons pour le métavers positif. C'est pourquoi on dit Agivert avec T à la fin, avec donc la couleur verte, en quelque sorte. Voilà, grosso modo, ce qu'on pouvait dire par rapport aux différents projets. Juste, M. Si avait annoncé évidemment qu'on serait là aujourd'hui pour distribuer au moins les papiers du premier lot de 44 parcelles. Effectivement, les papiers sont disponibles, voilà, mais il y avait un petit réglage à faire auprès des autorités pour pouvoir donc les avoir. Et c'est finalement cela qui fait qu'aujourd'hui, on ne pourrait pas, forcément aujourd'hui, je ne pense pas pouvoir les avoir. Mais très prochainement quand même, le travail a été bouclé, les signatures qui devaient être faites ont été faites et c'est vraiment disponible à ce jour. Il reste maintenant le dernier lot en quelque sorte. C'est vrai que vous avez dit 44, mais c'était 44 même plus les 16 autres. Parce qu'au moment de faire le dépôt, on avait inclus les 16 autres qui sortaient un peu du premier lot. Au finish, vous mettez simplement 44 plus 16, je crois qu'on serait autour de 60 déjà. Donc pour vous dire qu'on est en taux d'exécution par rapport à la phase qui dépasse largement les 50%. Donc ça dépasse même 60% parce que c'est 60 sur 97. Donc forcément ça dépasse 60% d'exécution pour rassurer un peu ceux qui ont investi. Et nous venons de lancer une nouvelle phase où vous pouvez acquérir une parcelle à partir de 49 000 francs CFA. Et je pense que ce n'est pas une opportunité qui court les rues, hein, qu'on retrouve partout. Non. Acquérir une parcelle à partir de 49 000 francs CFA, je pense qu'on ne le trouve pas. Voilà. Encore que c'est dans un site d'avenir avec un projet. D'habitude, ce qu'on voit ici, c'est des cités qu'on construit, mais sans aucune vision derrière. Ce qu'on fait, on acquiert de la terre, on morcelle, on vend les parcelles, c'est tout. Si c'est pas mon problème. Toi, tu as vendu des terres, voilà, on t'a payé, tu es reparti. Mais nous, en tout cas, Africa Genève, nous pensons qu'il fallait une véritable vision. Et il y a des normes. Et peut-être c'est la première fois qu'on met une charte de cité qui vous oblige à respecter des normes de construction. Souvent, les gens disent, moi, j'ai acheté, je fais ce que je veux. Mais nous, dans le contrat qu'on te donne, on te dit déjà que si tu dois habiter dans notre cité, voilà ceci, cela que tu dois respecter. Et c'est vraiment par acceptation expresse ou approbation que vous décidez mûrement d'acquérir une parcelle à Damanga City. Donc, si on revient pour te dire que voilà, tu dois d'abord avoir une hauteur de N plus 15, c'est-à-dire que vous avez l'autoroute au moins plus 15 cm pour construire, il faut s'y préparer. Et ça, c'est très logique. Si vous construisez en étant au-dessus de la hauteur de l'autoroute, vous conviendrez avec moi que toutes les pluies, tout l'eau qui va s'infiltrer va aller dans votre chambre. Hein. Je ne dis pas votre bâtiment, mais dans votre chambre. Là. Mais il faut plutôt élever. Si vous élevez, donc c'est juste une norme parmi tant d'autres. Tant d'autres, voilà, que les gens devraient respecter. Donc voilà un peu la précision que je voulais faire. Donc on va passer sans doute la parole au professeur Baldin. Je pense que Mme Yassine, le repas devrait s'approcher. Hein. Je crois qu'il est en cours de route. Là, sinon, on risque d'avoir avec les Diola et les Pauls, c'est toujours compliqué. Donc avec les Bojans, les Baldins. Donc nous introduisons le professeur Mohamedou Cherifo Baldé de la Guinée-Bissau, DG Guinée-Bissau, délégué général des autres directoires, les 54 pays, qui va faire son allocution. Voilà. C'est quelqu'un aussi qui a été choisi par son pays pour vous dire que ce n'est pas n'importe qui. Hein. Au moment où je vous parle, il termine aujourd'hui, il passe la nuit bien sûr, et demain très tôt, il regagne la Guinée-Bissau pour aller au Nigeria à Abuja. Parce qu'il a été sélectionné ou bien choisi par son pays pour une rencontre de la CEDEAO. Je pense que quand on est choisi vraiment à l'échelle d'un pays,
pour aller représenter toute une nation auprès d'une organisation aussi, en tout cas vaste que la CEDEAO. Il y a une différence entre grand et vaste, hein, mais en tout cas aussi vaste que la CEDEAO. Je crois qu'il y a, voilà, il y a de quoi se réjouir de sa présence. Pour la communauté AJ, ceux qui sont là et surtout ceux qui sont dans le groupe Telegram, en principe, il y a un sondage en cours et qui a déjà vu la contribution de plus de 200 personnes qui estiment le prix à pas moins de 1 million d'euros. 1 million d'euros, c'est combien de francs CFA? Au moins 656 millions. Maintenant, on peut dire que c'est assez, comment dire, assez subjectif si vous voulez bien, puisque c'est la communauté elle-même qui évalue le portable. Le portable, c'est quel portable? C'est le portable qui a permis de lancer Africa Genie Invest. C'est un Samsung J1 qui a été acquis à 45 000 francs CFA. Je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous. Je ne pense même pas qu'il y ait quelqu'un dans la salle qui a un portable qui ne coûte que 45 000 francs. La plupart d'entre nous, il y a certains même, ils ont des iPhones. Il ne faut pas cacher vos portables, il faut sortir les portables, vous les levez. On va voir. Donc il y a certains qui ont acquis des portables à hauteur de millions peut-être. Hein. S'il en gagne des millions, tant mieux. Mais acquérir un portable à hauteur de 1 million de francs CFA, et que tu es là uniquement pour TikToker ou bien Facebooker, etc., moi je pense que ça pose problème. Voilà le portable qui a permis de lancer Africa Genie Invest précisément, je dis bien précisément, le 23 décembre 2019 à 18h50. WhatsApp donnez cette précision. Si vous créez votre groupe, on vous donne la date, l'heure, etc. Voilà. Et le groupe de départ était juste de 8 personnes. Le groupe de départ était de 8 personnes. Et moi, je n'ai rien fait dans cette société-là à part avoir peut-être l'idée originale. C'est tout. La démarche, elle est participative. Chacun d'entre nous a un téléphone, chacun d'entre nous a une idée. Aujourd'hui, à l'instant où je vous parle, si vous avez décidé de sortir de cette salle, en étant le PDG d'une entreprise, vous pouvez le faire. Si vous décidez de sortir de cette salle, en étant dans peu de temps un PDG d'une entreprise, vous pouvez le devenir. Il faut en être conscient. Le téléphone, quand je l'achetais, je ne l'avais pas acheté pour créer Africa Genie Invest. J'avais acheté un téléphone puisque tout le monde avait un téléphone. Le crédit, ou bien la connexion, je ne l'avais pas acheté pour créer Africa Genie Invest. J'avais acheté de la connexion comme tout le monde le fait. Donc le jour où on crée un peu l'entreprise, on a utilisé aucun franc CFA pour lancer cette entreprise-là. Et je pense que ça, c'est important parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui sont bloqués parce qu'ils pensent qu'on n'a pas les moyens qu'il faut pour réussir ici. Je pense que ce qu'on n'a pas, ce sont plutôt les idées qu'il faut et parfois, M. Cissé dira le concept qu'il faut. Il y a une différence entre idée et concept. Nous, souvent, on pense de l'idée à la réalisation, comme il disait, mais le concept, il est important. Chacun d'entre nous a une idée, mais cherchez à conceptualiser.